vous êtes inscrit à notre webinaire consacré à la protection des apps grâce à la propriété intellectuelle. Donc, on a un format d'une demi-heure. Est-ce qu'on peut vous demander de vous mettre en mute pour que tout le monde, que le son soit bon? Voilà, donc on va commencer. Alors, avant de laisser la parole aux intervenants, quelques mots sur le cabinet Dreyfus. Donc, le cabinet Dreyfus, on est un cabinet de conseil en propriété industrielle avec c'est une profession qui est réglementée, spécialisée dans la propriété intellectuelle. Et nous avons une expertise qui est dédiée à l'économie numérique et aux nouvelles technologies. Notre ADN, c'est vous protéger dans le monde réel, le monde virtuel autant que dans le monde réel. Au cabinet, on a des compétences transverses, aussi bien des juristes, ingénieurs, des avocats. On essaie d'avoir une vision à 360 degrés de la propriété intellectuelle avec une expertise pointue et personnalisée. On a développé notre propre plateforme, Dreyfus IP Web, qui permet de donner un accès en ligne en toute transparence à nos clients, à leurs dossiers, à leur portefeuille de marque et à leur facturation. Donc, on est spécialisé dans la propriété intellectuelle, que ce soit les marques, les droits d'auteur, les nouvelles technologies, les noms de domaine, les réseaux sociaux. On s'occupe de contrats contentieux, précontentieux, aussi les questions de conformité. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos intervenants. On a la chance d'avoir aujourd'hui des juristes de haut niveau, Alexis, Lida et Lisa. Alors, sans attendre, les applications, que peut-on protéger? Oui, alors tout d'abord, pour commencer, on peut prendre l'exemple d'Instagram pour voir quels sont les éléments qu'on peut protéger sur une application. Donc, il y a de nombreux points qui peuvent être protégés. Donc, tout d'abord, on peut parler du signe qui est protégeable par le dépôt d'une marque verbale. Il y a également l'interface graphique qui est également protégeable, mais cette fois-ci par le droit d'auteur, tout comme le logo auquel on peut rajouter une protection par la marque figurative. Ensuite, on a également le logiciel et les bases de données qui peuvent aussi faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur. Donc, concernant le programme du webinaire, ça va se dérouler en 4 points. Tout d'abord, le développement et la protection du logiciel. Ensuite, comment protéger les autres composants des applications. Puis, comment se ménager la titularité des droits. Et pour finir, comment établir une stratégie en droit des marques. Donc, on va commencer par le développement et la protection du logiciel. Voilà. Donc en premier lieu, pour définir la création digitale, en fait, la création numérique, elle peut être définie comme l'assemblage de contenu numérique dont la visualisation s'effectue de manière interactive. Donc ça va concerner tous les secteurs d'activité, production technologique, scientifique, pratique ou de loisirs électroniques, etc. Et ça renvoie à l'ensemble des applications qui disposent d'une interface homme-machine. Donc, quelles sont les créations qui sont protégeables? Depuis la loi du 3 juillet 1985, les logiciels sont exclus de la protection par les brevets d'invention. Donc, il n'y a pas vraiment de définition fixe et précise de la notion même de logiciel, mais c'est ce qui permet au droit pouvoir s'adapter aux nouvelles formes de création numérique. La catégorie des logiciels, elle va être protégée par le droit d'auteur et ça va regrouper notamment les sites internet, les systèmes d'exploitation, les jeux vidéo et les applications mobiles. Donc, il y a également l'arrêt qu'on peut mentionner du tribunal de grande instance de Bordeaux du 8 novembre 2016 qui conclut qu'il ne peut pas y avoir de droit d'auteur pour le créateur du concept d'un site internet. Donc, si on s'intéresse au logiciel, la catégorie des logiciels, elle comprend elle-même des sous-catégories. Donc, il y a les logiciels de base qui permettent de faire fonctionner l'ordinateur et qui sont également appelés systèmes d'exploitation. Et on a aussi des logiciels d'application qui, quant à eux, ont une fonction pour répondre à un but précis.
Cette dernière sous-catégorie est elle-même composée d'autres sous-catégories, donc les progiciels ou les logiciels standards, et les logiciels spécifiques. Donc, ces traits caractéristiques, elles rendent la définition du logiciel assez malaisée et ça impose donc un processus d'élaboration particulier. Si on s'intéresse justement à la création, on a des précautions à prendre concernant les licences des logiciels. Donc, l'utilisation d'un logiciel est soumise à des contrats de licence. Ces contrats ils vont venir délimiter les droits dont dispose l'utilisateur dans l'utilisation du logiciel. Il existe principalement une distinction entre deux grandes catégories de licences, donc les licences propriétaires et les licences libres. Effectivement, quand on crée un logiciel, on peut choisir entre deux types de licences. La licence propriétaire, on a un droit d'usage uniquement, et la licence dite libre ou open source, on a un droit d'utilisation, un droit de modification, de réutilisation, de redistribution. Si on veut utiliser des bribes de logiciels pour la création d'un nouveau, il va falloir faire attention au type de licence et à ce qu'elles impliquent comme droits et obligations. Concernant la redistribution, dans le cas de réutilisation de logiciels open source pour la création d'un nouveau logiciel, si on va distinguer deux catégories encore, donc la licence non permissive, où l'utilisateur va pouvoir modifier le logiciel et le redistribuer sous une licence imposée, et une licence permissive, où l'utilisateur est libre de modifier le logiciel et de le redistribuer sous la licence de son choix. Il faudra faire attention à la compatibilité entre les licences, parce que si on a une incompatibilité des licences, même en partie, on va renoncer à la distribution. Le logiciel il peut être protégé par le biais du droit d'auteur. Pour cela, il y a plusieurs conditions à remplir. La principale est la condition de l'originalité qui est assez classique. Le logiciel doit donc résulter d'un effort personnalisé portant la marque de l'apport intellectuel de son auteur. À l'inverse, donc, un logiciel qui sera issu d'une logique automatique contraignante ne bénéficiera pas de ses choix libres et créatifs et ne pourra pas bénéficier d'une protection par le droit d'auteur. La seconde condition est que le logiciel doit être matérialisé, c'est-à-dire qu'il doit être suffisamment élaboré. Cette condition elle va venir exclure la protection des idées, des concepts et algorithmes qui ne peuvent pas faire l'objet d'une appropriation. À ce titre-là, il y a plusieurs éléments du logiciel qui peuvent être protégés par le droit d'auteur. On peut citer le code source, l'interface graphique, le titre, etc. Attention toutefois, les fonctionnalités, l'algorithme et le cahier des charges ne sont pas protégeables par le droit d'auteur. En toute hypothèse, quand on va parler de droit d'auteur, on va toujours recommander de se ménager des preuves datées des droits et donc des créations. Il y a plusieurs moyens pour le logiciel. On pense notamment au dépôt auprès de l'Agence de protection des programmes, qui est spécialisée dans le logiciel, mais on peut aussi utiliser d'autres moyens de preuve qu'on va évoquer plus tard. Donc pour l'étendue de la protection par les droits d'auteur, ça se divise en deux parties. D'un côté, on a les droits patrimoniaux et de l'autre, les droits moraux. Les droits patrimoniaux, on va avoir le droit de reproduction et le droit de représentation. Donc, par exemple, c'est le développeur qui dispose seul du droit d'autoriser la reproduction intégrale ou partielle, permanente ou non du logiciel. Il peut aussi disposer du monopole de traduction, d'arrangement, de modification du logiciel et de la reproduction de celui qui en résulte. Et il est également l'unique détenteur du droit de distribution, c'est-à-dire le droit de commercialiser le logiciel. Pour les droits moraux, il y a 4 droits moraux. Pour tout ce qui est droit de paternité et droit de divulgation, ils appartiennent aux développeurs du logiciel. Cependant, dans le cas du logiciel, le droit au respect de l'œuvre et le droit de repentir, ou aussi appelé droit de retrait, vont être atténués. En effet, sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur du logiciel, il ne peut s'opposer à sa modification par le cessionnaire de droit lorsque celle-ci n'est pas préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation. L'utilisateur peut aussi effectuer une copie de sauvegarde ou encore des actes de reproduction permanente ou provisoire. Quant à la durée du droit d'auteur, elle est assez intéressante puisqu'elle court durant toute la vie de son auteur et pendant 70 ans après son décès. Alors, on a deux types de méthodes, une méthode qui est dite classique et une méthode dite agile. Donc, on va plutôt privilégier la méthode classique lorsqu'on a une idée précise du projet, avec un planning bien détaillé, lorsqu'on aura anticipé tous les risques possibles. Ici, toutes les spécificités seront prévues à l'avance dans un cahier des charges. On a aussi la méthode agile, qu'on va choisir plutôt pour les gros projets, qui va permettre une meilleure adaptabilité, une meilleure visibilité, une meilleure gestion des risques. La méthode agile, elle permet en fait une modification, une planification tout au long du projet en fonction de ses évolutions. Donc, elle va porter le client au centre, ça va permettre d'avoir un feedback régulier de sa part. Et cette méthode, elle vise à accélérer le développement du logiciel. En fait, on va proposer une version minimale du logiciel, puis y intégrer des fonctionnalités supplémentaires par un processus itératif, donc qui va regrouper une séquence d'instructions à répéter autant de fois que possible selon le besoin. En ce qui concerne la réalisation du logiciel, les instructions à répéter, ce sera les
tests unitaires à la fin de chaque itération, le développement de l'application web, l'intégration, la relecture et l'amélioration des codes. Si on s'intéresse aux droits du développeur maintenant, lorsqu'on est en phase de développement, donc soit dans la méthode classique, soit dans la méthode agile, on va utiliser un certain nombre d'outils. Donc, on peut utiliser d'autres logiciels, on peut intégrer des bibliothèques de fonctions existantes, on peut intégrer des éléments graphiques, que ce soit des images, des polices d'écriture. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir quelles sont les licences qui sont attachées à chacun de ces éléments. Donc, l'application qui va résulter du développement, elle doit tenir compte, avec ses conditions d'utilisation, des droits attachés aux outils qui ont permis de la construire. Donc, on se demande si les outils qu'on a intégrés sont libres de droit. Donc, par ricochet, si l'outil qu'on a fourni à notre client est utilisable ou pas. Une fois que l'application a été développée, comment est-ce qu'on peut se protéger de ses concurrents? Donc, le premier risque auquel on est confronté, c'est un salarié qui va changer d'employeur, qui risque de partir avec un bout de code, de logiciel ou des choses qui ont été développées. Donc, on peut protéger ça de diverses manières. Tout d'abord, la clause de non-concurrence. Donc, elle est intégrée dans le contrat de travail ou dans le contrat de prestation. Elle contraint le développeur informatique à renoncer, dans une certaine dimension, à exercer son métier et à utiliser son savoir-faire professionnel après la rupture du contrat de travail. Donc, la clause, elle doit impérativement préciser ses limites géographiques, temporelles et comporter une contrepartie financière. Pour être valide, elle doit être requise pour la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. On a également pour se protéger le secret d'affaires lorsqu'on va développer des méthodes de travail qui sont très particulières, très spécifiques. Et on a enfin la clause de propriété intellectuelle où le développeur informatique, comme il a une nature très stratégique parce qu'il va créer l'ossature numérique autour de laquelle va pouvoir s'épanouir l'application et l'activité exercée, il va falloir prévoir justement dans le contrat de travail du développeur des dispositions propres à la propriété intellectuelle sur les codes qui ont été créés pour le compte de la société, notamment en stipulant que ceux-ci appartiennent exclusivement à la société. Ici, on a une décision intéressante de la Cour de cassation de 2015 qui opposait les sociétés Orcal et Tredim. Alors, dans cette affaire, un professeur de médecine et un informaticien s'étaient associés pour créer la société Tridim et avaient créé 2 logiciels. Les associés décident de se séparer et le professeur de médecine devient associé majoritaire de Tridim et l'informaticien crée 2 nouvelles sociétés. Il y a un désaccord qui porte sur la titularité des droits d'auteur des 2 logiciels. Et toute cette affaire arrive devant la Cour de cassation qui rejette l'analyse selon laquelle le développement des logiciels était le fruit du travail des 2 associés et que la société Tridim en détenait ainsi les droits d'auteur. En effet, selon les juges, une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur, et ce notamment au motif qu'en l'espèce, les contributions des auteurs au développement des logiciels étaient très différentes. D'un côté, on avait le code, et de l'autre côté, on avait les apports métiers. C'était une décision qui s'inscrit donc dans la lignée de la jurisprudence actuelle, selon laquelle une société ne peut être investie à titre originaire des droits d'auteur et que dans le cas où une œuvre est collective et donc créée à son initiative et divulguée sous son nom. Merci Lisa. Bérangère, est-ce qu'on peut revenir sur la slide précédente, s'il vous plaît? Voilà. Merci. On va juste voir qu'est-ce que le développeur peut réutiliser. En fait, donc pour coder, un développeur il utilise un langage de programmation et à chaque langage de programmation donc, appartient une communauté de codeurs. Donc certains vont mettre à disposition des morceaux de code qui pourront être réutilisés pour que les autres codeurs puissent les réutiliser pour ne pas avoir à tout créer par la suite, à tout recréer. Dans l'absolu, un développeur il ne doit jamais réutiliser ces lignes de code qu'il avait utilisées précédemment pour un projet commandé par une autre société. Mais évidemment, c'est que de la théorie. En pratique, ça n'empêchera pas de réutiliser les lignes de code, car il s'agit de sa propre création, donc il s'en rappellera. À la rigueur, le concept d'une fonctionnalité pourrait être protégé par le biais d'un brevet, par exemple, pour protéger un algorithme, par exemple. Ici, le développeur n'aurait pas le droit du tout de réutiliser son œuvre précédente. En fait, la subtilité, elle se situe entre le code comme traduction de l'idée et l'idée elle-même. À titre de comparaison, lorsque Coca-Cola dépose la forme de sa bouteille de verre, donc le distributeur qui va revendre les boissons ne va pas pouvoir utiliser des bouteilles de la forme des bouteilles de Coca-Cola. On ne pourra jamais l'empêcher de créer une bouteille de verre. Voilà, alors comment on fait pour protéger les autres composants des apps? Lida va nous en parler. Oui, alors donc on va commencer déjà par évoquer la protection de la base de données. Donc en fait, les bases de données, elles font l'objet d'une double protection. Donc on va pouvoir à la fois protéger le contenant et le contenu. Donc concernant le contenant, comme vous pouvez le voir, la protection, elle se fait via le droit d'auteur. Donc, on a l'article L112-3 du Code de propriété intellectuelle
qu'il évoque. Et pour en bénéficier, il faut faire preuve d'originalité. Donc, c'est ce qui a été aussi affirmé par une décision de la Cour d'appel de Paris en 1997. Et enfin, on a besoin d'une preuve datée. Donc, concernant le contenu, la protection, elle se fait cette fois par un droit spécifique qui est visé par l'article L341-1 du Code de propriété intellectuelle. Et il y a 2 conditions qui vont être nécessaires. Premièrement, la réalisation d'un investissement, qu'il soit financier, matériel ou humain. Et l'investissement doit être substantiel. Donc, cette protection, elle va avoir une durée de 15 ans qui peut être prorogée s'il y a un nouvel investissement qui va intervenir. Ensuite, on a encore une fois besoin d'une preuve datée. C'est une preuve qui va être à la charge de celui qui va revendiquer la protection. Donc, concernant la protection de l'interface graphique, en fait, l'interface graphique, c'est ce qui désigne la manière dont va être présenté un logiciel à l'écran pour l'utilisateur. Donc, c'est le positionnement des éléments, en fait, le menu, les boutons, les fonctionnalités, etc. Et on a une nouvelle fois une protection qui va se faire par le droit d'auteur et donc toujours sous réserve de la preuve de l'originalité. Donc, en quelques mots, c'est une protection qui se fait sans formalité, à l'exception des États-Unis, et on a besoin d'une preuve datée de la paternité. Ensuite, la protection par le droit d'auteur, elle est de 70 ans post-mortem. Toutefois, attention, ce n'est pas le cas partout et les conditions de protection du droit d'auteur peuvent différer d'un pays à un autre. On va voir maintenant quel type de marque peut-on protéger. Donc, il y a 3 types de marques principaux. Tout d'abord, la marque verbale, donc, qui est composée d'éléments verbaux. La marque figurative, qui est composée uniquement d'éléments graphiques. Et enfin, ce qu'on appelle la marque semi-figurative, qui est un mélange des deux, qui est composée d'éléments verbaux et graphiques. À ce jour, il y a une grande partie des demandes de marques non traditionnelles qui est refusée par l'Office européen des marques, mais il se montre tout de même de plus en plus flexible dans cette appréciation. On a notamment les marques de mouvement, donc qui décomposent le mouvement et qui le recréent par son déroulement et par plusieurs images. On a ensuite la marque multimédia qui est composée de sons et d'images comme ici. Et enfin la marque hologramme qui est composée d'éléments holographiques. On va ensuite entamer cette 3e partie sur comment se ménager la titularité des droits. On parle ici d'une titularité des droits qui obéit à un régime distributif, c'est-à-dire que chaque élément de l'application est soumis à un régime de protection propre à sa nature. En principe et en pratique, les utilisateurs de l'architecture, du nom, du logo vont être titulaires des droits d'auteur portant sur ces éléments qu'ils ont créés. Le producteur de la base de données, comme vu précédemment, il bénéficie du droit sui generis. L'employeur du ou des salariés ayant développé le logiciel sera lui titulaire des droits patrimoniaux de ce dernier. Et afin d'éviter tout blocage lors de l'exploitation de l'application mobile, résultant de l'existence d'une pluralité de titulaires, il faut vraiment veiller à organiser la répartition des droits à l'aide de contrats notamment. Donc en principe, celui qui crée le logiciel est titulaire des droits sur celui-ci. Mais un logiciel peut être développé par plusieurs personnes ou dans le cadre de l'activité professionnelle. On a différents types d'œuvres. On a les œuvres de collaboration, donc qui font appel à divers auteurs. Ils seront tous co-titulaires des droits sur le logiciel commun. On a ensuite l'œuvre qui est créée à l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, le publie et le divulgue. Elle sera considérée ici comme propriétaire du logiciel. On a ensuite l'œuvre de commande, où l'auteur reste titulaire des droits sur son logiciel, sauf dans le cas où un contrat de licence ou de cession a été créé. Et enfin, le salarié qui opère dans le cadre de ses fonctions ou sur instruction de son employeur, c'est à l'employeur qui va obtenir automatiquement les droits patrimoniaux sur ce logiciel. Alors, comment s'assurer de la titularité de ces innovations et créations ? On va procéder par l'établissement de contrats avec tous les prestataires, donc ceux qui créent le logo, les campagnes marketing, la publicité, etc. On va établir aussi des contrats avec les employés, donc stagiaires et salariés. Et cas particulier du logiciel, comme mentionné précédemment, les droits sont dévolus automatiquement à l'employeur, sauf stipulation contraire pour les salariés et les stagiaires.
On recommande toujours de prévoir une clause de cession des droits d'auteur dans les contrats. Cette clause est très importante et elle doit prévoir plusieurs choses. Tout d'abord, l'étendue de la cession. Les droits qui sont cédés doivent impérativement être listés de façon exhaustive au titre d'être annulés et de ne pas pouvoir être exploités. On peut notamment citer les droits numériques ou encore le droit de déposer la marque, qui est vraiment important à indiquer dans le contrat de cession. Et enfin, cette clause doit également indiquer la durée de la cession du droit d'auteur. Donc, comme on a pu déjà l'évoquer, il est important de se ménager des preuves datées de ces droits d'auteur. Donc, il y a plusieurs éléments. L'enveloppe solo, c'est peut-être le plus connu. Il y a aussi le dépôt auprès des sociétés d'auteurs. On peut aussi s'envoyer un courrier recommandé à soi-même qu'on garde bien caché. On peut aussi déposer auprès d'un notaire ou d'un huissier son œuvre. Et enfin, on peut passer par le service de blockchain. Alors, qu'est-ce que c'est la blockchain? C'est un service qui se fait intégralement en ligne où on dépose notre œuvre, on obtient ensuite une attestation et on peut demander un constat d'huissier si on doit éventuellement aller en justice. Les intérêts d'une telle protection, c'est que c'est une protection globale qui intègre des documents garantis, donc qui fiche vos fichiers. On a une empreinte numérique inviolable et unique, et la moindre modification ultérieure engendre une nouvelle empreinte différente et facilement identifiable. On a donc des dates et heures certaines et une force probante qui est rassurée par l'huissier. Merci Lisa. Donc, comment est-ce qu'on établit sa stratégie en matière de marque? Alors, pourquoi d'abord la marque c'est important? Pourquoi c'est important d'avoir un droit de marque? D'abord, ça vous confère un monopole, un droit exclusif d'exploitation et qui n'est pas limité dans le temps, puisqu'en fait, les marques, on peut les renouveler de façon indéfinie, généralement pour 10 ans. La marque, c'est vraiment le pilier de la stratégie marketing et commerciale. Déposer une marque, ça vous donne une présomption de propriété. Donc, c'est vous qui la montrez. Vous dites, voilà, moi, je suis propriétaire de la marque. Et c'est à la partie adverse de venir la détruire. Donc, vous n'avez pas besoin de prouver votre droit. Et ça change tout par rapport à une protection, par exemple, par droit d'auteur. Et la marque, ça vous permet de protéger des investissements qui sont réalisés pour le lancement d'un produit ou d'un service. Le droit de marque peut même être obligatoirement requis pour exploiter dans certains pays. Par exemple, si vous avez un projet en Chine, il faut que vous justifiez d'un droit d'un enregistrement de marque, donc pas seulement un simple dépôt, donc une marque qui est acceptée pour les produits et services précis sur lesquels vous allez exploiter. Donc, une stratégie de marque, quelques points importants. Donc, quand est-ce qu'il faut déposer? Idéalement, il faut déposer le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre lancée, vous allez parler du projet et un tiers mal intentionné va peut-être déposer la marque à votre place en disant « Ah, j'ai déposé, etc. » et venir vous demander de l'argent. On va arriver à des procès qui sont longs, coûteux. Donc, c'est plutôt prévenir que guérir, déposer dès la jeunesse du projet. Mais on ne peut pas déposer partout. Le droit de marque, c'est territorial, donc c'est assez simple. On est protégé dans les pays où on a déposé la marque et où elle est acceptée. Donc, on ne peut pas déposer partout, ça coûte trop cher. Il faut choisir ses batailles et déterminer en fait un territoire prioritaire. Alors, on conseille généralement de se protéger dans les pays de fabrication ou de présence pour les sociétés de services, commercialisation et également les projets. Puisque projet, vous allez en parler, et c'est là qu'on peut avoir des dépôts frauduleux. Donc, il faut penser en matière de marque, mais il faut penser de façon globale et digitale, et également prévoir la protection des noms de domaine au moment même où on dépose la marque. Et la marque, une fois qu'elle est déposée, on fait d'abord des recherches pour voir si elle est disponible, et une fois qu'elle est déposée, c'est bien de surveiller son marché, surveiller la marque, pour voir s'il n'y a pas des marques proches qui pourraient parasiter votre campagne marketing. Donc, c'est assez complexe. On conseille quand même de faire appel à un conseil. Ça vous permet d'optimiser les coûts et également, ça peut être également utile dans des cas pour des opérations comme des opérations de due diligence. Donc, pour identifier les risques, il est important de connaître son adversaire. Et j'en parlais justement, donc de faire des recherches d'antériorité. Donc ça consiste à obtenir une photographie de l'existant, voir quelles sont les marques, les dénominations sociales, les noms commerciaux ou les noms de domaine qui sont proches.
et établir à partir de cette recherche un audit, une stratégie en fait pour libérer le signe. Je dis bien une stratégie pour libérer le signe parce qu'en fait, il y a très très peu de marques disponibles. Aujourd'hui, en France, on est un pays où on dépose énormément de marques, comme au Japon d'ailleurs. Et donc, une marque disponible à 100%, c'est presque inexistant. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on voit un peu les problématiques et on établit une stratégie pour libérer le signe. Donc, se protéger, on l'a vu également, donc enregistrer les noms de domaine, donc choisir les noms de domaine qui vont en fonction de la présence géographique, en fonction de l'activité. Ça permet aussi de sécuriser et d'éviter qu'un tiers n'enregistre à votre place et de lutter contre ce qu'on appelle le cybersquatting. Donc, pourquoi surveiller sa marque parmi les marques et les dénominations sociales? Donc, on l'a évoqué. Donc, ça permet de détecter donc, des dépôts qui sont identiques, mais aussi des dépôts similaires. Et on peut choisir sur quel territoire on surveille. Ça peut être la France, ça peut être l'Union européenne, ça peut être le territoire Europe, ça peut être le monde. Et ça permet d'agir très vite et donc de mettre fin à une atteinte dans l'œuf avant même qu'on ait des produits ou des services sur le marché. Également, ça permet également de défendre sa marque et d'éviter qu'elle se dilue si elle a un caractère un peu descriptif. Donc, pourquoi surveiller sa marque dans les noms de domaine, les applications, les apps? Parce qu'il y a énormément de fraudes sur Internet, que ce soit l'usurpation d'identité, que ce soit des faux comptes sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi la simple présence de serveurs MX, donc un nom de domaine qui a l'air pas exploité, mais il y a des serveurs qui sont configurés et qui permettent d'envoyer des campagnes de emailing qui peuvent être très nocives pour l'entreprise. Ça peut être la fraude au président, des faux sites. Les atteintes sont extrêmement nombreuses. Donc, gérer sa marque sur Internet, ce n'est pas seulement déposer et renouveler, mais c'est bien construire une stratégie. Et donc, c'est investir dans une stratégie de protection et de défense préventive. Donc, on anticipe les besoins en nom de domaine lors du lancement du nouveau projet et on évite les risques qui sont liés au développement d'une nouvelle marque. Et cette stratégie, elle permet vraiment de limiter les budgets puisque le coût, il est au moins 10 fois plus faible par une action préventive qu'une action en situation de crise. Soit pour mettre fin à un trouble, soit devant les tribunaux. Et également, donc, ce qui est important, c'est de définir une politique d'enregistrement des noms de domaine et de gestion des réseaux sociaux. Donc, pour lutter contre Internet, on a pas mal d'outils à notre arc. On commence généralement par des études techniques et juridiques pour avoir l'intégralité de la situation, identifier les protagonistes et après, on va dérouler des actions adaptées à chaque situation. Ça peut être obtenir un blocage de nom de domaine, obtenir un transfert de nom de domaine, la désactivation d'une page d'un réseau social, une demande de divulgation, connaître qui est derrière un nom de domaine ou une page d'un réseau. Voilà, donc on va pouvoir avoir plusieurs cordes à notre arc pour mettre fin très rapidement à une situation gênante pour la société. On arrive à la fin de ce webinaire. On a peut-être le temps de prendre une question, s'il y en a. S'il n'y en a pas, on vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous poser vos questions ou nous transmettre vos observations, demander des renseignements complémentaires. Vous pouvez nous contacter. Et sinon, on vous souhaite une très belle après-midi. Et surtout, portez-vous bien et à très bientôt.